Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Salon Solutrans 2025. J'anime aujourd'hui une table ronde consacrée à la mobilité hydrogène dans le cadre de Solutrans 2025. C'est un sujet très clairement stratégique pour l'ensemble de la filière utilitaire à un moment où la transition énergétique s'accélère et où les entreprises cherchent des solutions adaptées à leurs usages réels. L'hydrogène progresse, les stations se déploient. Les premiers retours d'expérience sont consolidés, les modèles économiques commencent à s'esquisser, mais pour que cette technologie passe de l'échelle de la démonstration à une échelle industrielle, il est indispensable de coordonner 3 dimensions. L'infrastructure, les usages et la performance opérationnelle. Pour éclaircir ces enjeux, nous avons réuni autour de nous 3 acteurs. À ma droite, à ma droite, pardon, Impulsion, opérateur du Zero Emission Valley, représenté aujourd'hui par Jean-Christian Beaumont, directeur général, qui pilote l'un des écosystèmes hydrogènes les plus avancés d'Europe. À ma gauche, du coup, Hypsetco, opérateur de flotte et d'écosystèmes hydrogène, avec Stéphane Tack, directeur des flottes Hypsetco et directeur général de Slota, pionnier sur le développement des taxis et des véhicules utilitaires hydrogène. Et enfin moi-même, Florent Touraton, qui représente la plateforme collaborative, le Lab Utilitaire, qui a pour destination de verdir les usages utilitaires sur le territoire français. Alors notre objectif aujourd'hui est clair, c'est faire dialoguer infrastructure, modèle économique et usage terrain pour identifier les conditions concrètes de réussite de l'hydrogène dans les flottes en 2026-2030. Pour ouvrir la section, je vous propose une courte question pour nous tous, commune. En une phrase, selon vous, quel est le principal défi d'aujourd'hui pour accélérer le développement des flottes à hydrogène ? Je vais faire en 2 phrases. Simplement rappeler que l'hydrogène a moins de 5 ans d'histoire. Donc c'est extrêmement court, même au regard de l'électricité et encore plus par rapport au diesel. Donc tout le défi, je pense, c'est dans un délai extrêmement court d'arriver en phase industrielle. Tant sur la production, distribution que l'arrivée des véhicules. Oui, je rejoins Jean-Christian. Donc c'est important. On doit aussi pouvoir développer le maillage parce que ça va être crucial dans le développement des usages et de pouvoir donner plus de possibilités de se déplacer loin avec l'hydrogène demain avec les véhicules. Très bien, merci. Je vous propose de commencer par les infrastructures, donc plutôt par Jean-Christian. Sans station disponible, fiable et correctement approvisionné, correctement positionné, excusez-moi, l'hydrogène ne peut pas devenir une solution opérationnelle. Mais à l'inverse, sans usage réel, une station ne trouve pas son modèle économique. Donc toute la difficulté réside dans la synchronisation de ces 2 éléments. Donc pour vous, pouvez-vous nous présenter l'état du réseau, l'interconnexion avec les corridors, la maturité technique et les premières leçons tirées de l'exploitation ? Bon, un petit peu d'histoire ou de contexte. Donc Impulsion, qui on est ? Donc on est une SAS de droit privé. Donc on a 5 actionnaires. C'est un peu une particularité aussi d'Impulsion. On est public et privé. Notre actionnaire principal, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui a pris le défi de la mobilité zéro émission dès 2017-2018, donc peu après les accords de Paris. 2 industriels, Engie, Michelin et 2 banques. Donc en fait, le défi, c'est, quel que soit le type de mobilité, c'est de créer un écosystème. Donc une molécule d'hydrogène, on parle nous que d'hydrogène renouvelable, produite sur le territoire, d'avoir donc la transférer sur un lieu d'infrastructure, à l'infrastructure d'avoir les véhicules d'avoir une fois qu'on a les véhicules aussi d'avoir des clients et dans un démarrage de contexte économique difficile. À ce jour, donc Impulsion, nous, donc on a à peu près 11 stations ouvertes sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui permet déjà pour les véhicules utilitaires, sujet du jour, permettant d'aller de l'Est à l'Ouest, donc Clermont-Ferrand, Lyon, Annecy, ou alors le plus au nord c'est Lyon, mais après Malataverne, Valence, Malataverne sur la partie sud. Donc on a un maillage, y compris en Ardèche, Savoie, Haute-Savoie. Donc voilà, on a 10 stations d'ouvertes, 12 d'ici un an ou 2, et on a des partenaires qui nous permettent, y compris d'aller dans la vallée de l'Arve. On a une molécule d'hydrogène qui est déjà produite sur le territoire avec des partenaires locaux. Et derrière, on commence à avoir des véhicules, si on commence un peu sur le retour d'expérience. Alors, on a un peu une histoire un petit peu différente d'Hypsetco, tant sur le profil économique que sur la mobilité.
Nous, initialement, on était vraiment partis sur les véhicules type Kangoo, qui sont paralysés. Donc, on a muté vers la mobilité intensive. On a commencé par les bus et les cars pour viser à terme les camions. Je reviendrai plutôt à la fin de la séance sur les camions. Donc, à ce jour, on a déjà 15 bus qui tournent sur Clermont-Ferrand, un stade commercial. Donc là, c'est plutôt les SMTC et Keolis sur Clermont-Ferrand qui ont lancé la procédure, avec des produits soit français, rétrofit, je ne sais pas si on évoquera dessus ce sujet-là, ou des bus neufs. Donc on a déjà des bus qui tournent en France et qui existent, y compris à l'échelle industrielle. Et on travaille avec la région et les démarrages commerciaux ont commencé en septembre, avec des cars régionaux, donc avec des produits rétrofités. Là, on a 15 cars qui tournent déjà sur la région Auvergne-Alpes depuis septembre. Et pour donc, en fait, toute l'histoire, quel que soit le choix de l'hydrogène pour la mobilité légère, type VUL ou les camions, c'est une histoire de la poule et de l'œuf. Donc, c'est de mettre au même endroit une infrastructure. La localisation de l'infrastructure sera un peu différente si on vise les camions, si on vise les cars ou les camions ou les taxis ou les VUL. Donc, avoir l'infrastructure, avoir donc les véhicules. Donc, nous, pour franchir ce pas-là, donc on s'est spécialisé sur l'infrastructure, un maillage territorial, et on travaille avec des partenaires. AFCECO pour la thématique taxi, sanitaire et tout ce qui est VUL. On a Illico pour la partie camion. On travaille aussi avec les constructeurs Hyundai ou Iveco pour faire venir des camions sur nos stations. Donc, voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des premiers retours des utilisateurs sur la disponibilité, la continuité territoriale ou les besoins de montée en puissance ? Alors, retour d'utilisateurs, donc on va dire ceux qui déjà roulent, ou autant de clients que chauffeurs au niveau des bus et des cars. Donc, c'est les véhicules hydrogène, c'est l'intérêt, c'est d'un véhicule électrique. Pas de bruit, pas d'odeur, avec la souplesse donc, du véhicule électrique. Je pense que tu partageras plus amplement ce sujet-là. Et ensuite de questions, c'était plutôt sur C'était plutôt sur le retour d'expérience des utilisateurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez des retours sur notamment la disponibilité ou la montée en puissance de votre réseau ? C'est-à-dire que là, on est au démarrage par rapport à Stéphane qui a quelques années de retour, donc on a démarrage. Donc les bus sur Clermont-Ferrand, donc on commence à maintenant à avoir une fiabilité extrêmement pertinente d'un point de vue commercial. Les premiers mois ont été durs et le SMTC, le métro de Clermont-Ferrand et le Keolis ont joué le jeu pour nous aider à monter en puissance. Donc ça y est, on est en phase commerciale avec une fiabilité qu'on peut attendre d'un produit commercial de type pour la mobilité. Le transport de personnes. Et sur la région, c'est pareil, on monte en puissance. Donc on est au premier mois de phasage, mais d'ici un mois ou deux, on devrait arriver avec la même fiabilité que les véhicules thermiques. Merci. Je vous propose quelques questions par rapport aux usages. Donc là, je vais me tourner vers Stéphane. Alors l'hydrogène aujourd'hui n'est pas une technologie universelle, mais une réponse ciblée à des usages intensifs. Alors quand je parle d'intensivité, on parle d'intensivité dans les distances, dans les durées de mission, dans la disponibilité opérationnelle. Sur ces segments, il apporte une vraie valeur ajoutée réelle. Enfin, en tout cas, les travaux du lab vont dans ce sens-là. Donc Stéphane, vous opérez depuis quelques années sur des flottes hydrogènes en conditions réelles, des taxis, quelques véhicules utilitaires, de logistique urbaine également. Quel enseignement tirez-vous de ces usages ? Qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de performance, en termes de gestion énergétique, de satisfaction également ? Même question que pour Jean-Christian. Alors juste un petit mot sur iSetco, qui est un bon exemple de coordination de développement des usages et des infras en même temps. Aujourd'hui, iSetco, c'est le leader et le chef de file de la mobilité légère sur l'hydrogène. Aujourd'hui, on s'appuie sur deux activités. C'est pour bien expliquer pourquoi l'usage il a cette pertinence. On s'appuie sur deux activités. Un, le développement des infras, comme le peut faire sur Impulsion, avec un exemple de réussite avec plus de 30 tonnes par mois distribuées sur l'île de France aujourd'hui. Et comme le disait un petit peu Jean-Christian pour régler la poule, la coordination avec le développement des usages, parce que pour développer 30 tonnes d'hydrogène par mois, il faut développer des usages. Aujourd'hui, iSetco, c'est le développement des usages à travers un package complet qui intègre tous les services, donc véhicules, entretien, hydrogène, assurance, qui permettent de faciliter l'accès à cette mobilité. Et donc en termes d'exemple, pour revenir sur ces 800 véhicules aujourd'hui qui tournent, c'est très orienté vers l'usage intensif. Donc
Jean-Christian l'a très bien abordé. Aujourd'hui, nos clients, c'est des clients qui parcourent à peu près 75 000 km en moyenne par an. Donc de l'usage intensif avec des conditions sévérisées parce qu'on est intramuros plein centre de Paris et donc aujourd'hui en grande partie sur une partie de transport de personnes dans Paris, mais aussi et pas que des usages qui sont aussi type véhicule utilitaire parce que dans la partie usage intensif on parle pas que de kilomètres, on parle de charge, on parle de temps au ralenti, de véhicules qui peuvent être soumis à des charges importantes, mais aussi des temps de stationnement aussi importants. Et donc ça, on le déploie aussi également avec des véhicules utilitaires, mais aussi avec des véhicules type véhicules de service, véhicules de fonction, véhicules de commerciaux, qui font aussi beaucoup de kilomètres. Pour revenir principalement sur le VUL, aujourd'hui on a une flotte de plus de 100 VUL qui tournent aujourd'hui à l'hydrogène, qui ont été transformés pour le transport de personnes, mais qui sont une base d'utilitaires, qui ont été transformés avec du transport de personnes, donc qui ont une charge quand même utile qui est conséquente, des bagages plus 4 voire 6 voyageurs dans le véhicule. Et donc aujourd'hui, l'usage de l'hydrogène principalement s'adresse à ces usages intensifs dont on vient de parler, donc Jean-Christian vient de résumer. Justement, Jean-Christian nous parlait de l'œuf et de la poule. Alors j'avais une question par rapport à ça, c'est comment s'organise votre modèle d'exploitation aujourd'hui et comment évaluez-vous la compétitivité des solutions hydrogène sur le marché, où les subventions évoluent, où les coûts de production baissent progressivement? Alors l'hydrogène, il a plein de vertus. Christian l'a dit, pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration, donc plutôt un véhicule agréable à la conduite. Donc en termes de concurrence, déjà comparé aux énergies fossiles et le thermique, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais il a deux autres qualités, c'est de pouvoir recharger rapidement des pleins entre 3 et 5 minutes, de 0 à 100%. Donc on parle plutôt de 20 à 80 sur l'électrique aujourd'hui. Sur l'hydrogène, c'est de 0 à 100% en 3 à 5 minutes et surtout une autonomie accrue avec des véhicules pouvant aller jusqu'à 650 km. Alors sur du véhicule utilitaire, plutôt 400 actuellement, mais 400 km réels et plutôt 650 km sur des véhicules particuliers. Donc ça, c'est un élément concurrentiel quand même important parce qu'on oublie souvent l'usage du client. Et donc ça, ce sont les éléments les plus importants. Et ensuite, la concurrence, elle est aussi tarifaire. Donc il faut travailler. Nous, aujourd'hui, avec 800 véhicules qui tournent à l'hydrogène, on commence à avoir des économies d'échelle qui sont importantes et pouvoir proposer aujourd'hui à des clients des tarifs. On parlera TCO, TCU comme on veut, mais des tarifs qui sont aujourd'hui attractifs. Et d'ailleurs, tous les clients qui roulent aujourd'hui sur nos véhicules hydrogène sont des clients indépendants. Il n'y a pas de salariat ou autre, c'est des clients indépendants qui vivent, qui sont des entrepreneurs. Et donc, s'ils ne trouvent pas leur valeur économique au niveau de leur prix et de leur coût, c'est des clients qui vont nous rendre les véhicules. Donc voilà, la concurrence, bien sûr, elle est là, mais la concurrence, elle se fait vraiment avec la différence de l'usage aujourd'hui d'un usage hydrogène aujourd'hui qui est souvent comparé par nos clients à c'est un thermique avec tous les avantages, c'est le même usage qu'un thermique avec tous les avantages électriques. Donc pas de bruit, pas d'odeur, très agréable à la conduite, pas de vibration et donc la concurrence, elle se fait aussi là, au-delà du prix, bien sûr. Très bien. J'avais une toute dernière question sur cette thématique. Est-ce que la présence des stations est au centre de votre logique de développement à Ipsideco ou est-ce que c'est l'intensité des usages qui dicte vos implantations ? En fait, c'est une question d'équilibre. C'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que si on n'a pas de station, c'est difficile de déployer les usages. Et il faut aussi trouver des usages dans des secteurs d'activité importantes pour aussi développer les stations. Donc, j'ai envie de dire l'un guide l'autre et vice-versa. Et c'est les opportunités aujourd'hui. On a la chance maintenant d'avoir des réseaux comme Impulsion qui ont un maillage qui commence à s'étaler. Donc, on peut toucher de plus en plus de clients en termes d'usage. Ça part souvent de bus qui démarrent aussi leur activité pour aussi en créer des démarrages de stations. Et donc du coup, nous, on peut venir ajouter du léger sur ces stations. Donc bien sûr que s'il y a des demandes importantes dans une région et dans un endroit où il n'y a pas de stations qui sont concentrées, on peut très bien aller déployer des stations, enfin Jean-Christian en parlera, on peut très bien aller déployer des stations dans des endroits où on a déjà de l'appétence à mettre des véhicules hydrogène, quoi. Donc,
Merci. Alors, on a beaucoup parlé d'usage et je voulais aussi toucher un mot par rapport au lab utilitaire. Donc, on est un think tank qui réunit de grosses flottes de véhicules utilitaires. On représente aujourd'hui à peu près 200 000 véhicules utilitaires sur le territoire national, avec des flottes comme EDF, Veolia, Rentokil, La Poste, NGI, Revolt et bien d'autres. Et en fait, nous, aujourd'hui, les travaux que l'on mène sur l'électrification des usages du véhicule utilitaire nous amènent à un certain nombre de conclusions. C'est que l'électrification à batterie a ses limites, autant pour des messageries, pour des métiers qui ne nécessitent pas de charge extrême ou de distance extrême. L'utilitaire à batterie fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. C'est le cas par exemple de VI-Post qui, eux, partent de centres électrifiés jusqu'à des centres-villes, donc avec des pointes de vitesse de 40-50 km/h sur des distances raisonnables avec des poids peu élevés. Donc là, dans ces conditions-là, l'électrification à batterie fonctionne. Néanmoins, il y a toute une partie, c'est le plus gros de l'exploitation aujourd'hui des véhicules utilitaires, nécessite soit des usages extrêmes, c'est-à-dire soit des distances beaucoup plus importantes, soit des charges à porter, soit des matériels à faire à manipuler, des frigoriques, enfin des matériels frigoriques à amener. Donc tous ces usages-là, en fait, ne sont aujourd'hui pas du tout couverts de manière satisfaisante avec l'électrification à batterie. C'est là où l'hydrogène, nous, on attend beaucoup de l'hydrogène. Et si on fait un comparatif entre le VP et le VP a une phase intermédiaire. C'est-à-dire que quand on a commencé à électrifier, on a commencé par électrifier par l'hybridation. Donc il y a eu les premiers véhicules hybrides et ensuite ça a permis de faire un sas avant de passer au full électrique. On n'a pas ce sas avec le véhicule utilitaire. L'hybride n'est pas du tout une option aujourd'hui pour le véhicule utilitaire. Donc on a vraiment besoin de pouvoir adresser les usages intensifs avec une autre technologie que la batterie, puisqu'aujourd'hui, les constructeurs ne proposent pas de matériel adapté à ces usages-là. Donc vous, quelle est votre vision par rapport à ça? Comment vous pouvez aider la filière utilitaire avec votre technologie? Alors déjà, comment on peut aider la filière? Déjà, on a beaucoup de la filière qui ne connaît pas l'hydrogène. Donc déjà, pour aider tout le monde, c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer ce que c'est que le véhicule aujourd'hui utilitaire hydrogène et comment ça fonctionne. Parce qu'on a très peu de communication sur le véhicule hydrogène et très peu de connaissances aujourd'hui. Les constructeurs ne sont pas encore tous au rendez-vous, ça arrive tout doucement. Et donc ce dont on a besoin, tout simplement, c'est qu'il y ait plus de constructeurs qui développent l'usage hydrogène, tout simplement, pour pouvoir proposer plus de produits. Et ensuite, forcément, qu'on développe plus de maillage pour donner la possibilité aux clients de pouvoir voir encore plus loin, comme un peu au début de l'électrification où on avait très peu de bornes de recharge et on avait du mal à aller voir loin avec l'électrique. Donc on est plus dans cette phase-là aujourd'hui, de besoin de communiquer, d'expliquer et de faire découvrir l'hydrogène en réalité, aujourd'hui, en tout cas pour le léger je parle, parce qu'on parle beaucoup du lourd mais on a très peu parlé du léger depuis longtemps, alors que le léger est une vraie solution aujourd'hui pour l'usage, l'hydrogène est la bonne solution pour le léger aussi également. Voilà. Je dirais à peu près la même chose, c'est qu'il faut une combinaison de deux éléments, l'infrastructure et le véhicule. La difficulté qu'on a peut-être pour l'instant, c'est de trouver le véhicule. On est confronté, quel que soit le type, c'est cette vision-là, d'avoir des constructeurs qui engagent des réflexions et passent à l'échelle industrielle pour transformer les véhicules. Donc là, c'est de démontrer d'une part qu'il n'y a pas confrontation entre l'électrique et l'hydrogène, que l'hydrogène a toute sa place sur un segment, plus ou moins grand en fonction du type de véhicule, entre 20, peut-être 20% sur les camions, peut-être un peu au-delà sur les véhicules utilitaires. Et sur les taxis, il y a un élément. Donc il n'y a pas opposition électrique et hydrogène. Ça, c'est même un retour qu'on a des clients que l'on croise. Et fort de ça, après, c'est de remonter, c'est un peu la démarche qu'on est en train de mener avec les thématiques constructeurs camions. C'est de démontrer qu'il y a une vraie impétence et demande d'un portefeuille clientèle et de mettre en réunion les clients avec les constructeurs pour que les constructeurs fassent la démarche. Si ce n'est pas eux qui le font, si ce n'est pas les constructeurs européens, les Chinois le feront ou d'autres le feront. Donc, et de voir qu'il y a un réel marché, une réelle demande et que pour l'instant, on n'a pas de réponse en face.
Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot par rapport au modèle Zero Emission Valley, qui est déjà très structuré, avec des corridors interrégionaux et européens, avec des usages plus étendus, et notamment pour le véhicule utilitaire ou le poids lourd? Ouais. Alors, c'est vrai que là, donc, pour l'instant, donc, Impulsion, du fait de l'actionnaire, donc on est plutôt sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc sur la véhicule utilitaire, on a déjà quand même un circuit ou un potentiel de développement. Nonobstant donc ce problème-là, on a comme des véhicules ou des taxis qui vont faire des paris Lyon ou Lyon-Genève. Donc on a besoin aussi de sortir du territoire. Donc ça, c'est la première démarche que l'on mène, donc avec l'interopérabilité entre ICECO, Illico, notre partenaire donc parisiens, et nous. Avec la même carte, on peut passer d'une station à une autre. Alors, lever une difficulté et de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Pour l'instant, c'est une démarche relativement saine de différents partenaires pour mailler le territoire et faciliter la démarche auprès des constructeurs. Ça, c'est ce qu'il y a le plus simple, l'interopérabilité. Si on prend une vision un peu plus large, là, c'est maintenant, par exemple, un camion qui fait Espagne-Allemagne, lui, il est obligé peut-être de vouloir s'arrêter à un endroit type Montpellier, Lyon ou de là. Donc, c'est vérifier qu'on ait bien des stations au moins tous les 150 km pour les camions, pour qu'ils puissent traverser le territoire. Donc, voilà, c'est le deuxième axe sur lequel on travaille en ce moment. Pour conclure le dialogue d'aujourd'hui, je vous propose un exercice de prospective. Et comment vous voyez l'évolution de l'hydrogène, de vos métiers dans les 5 ans à venir, ou plus? Là, c'est de trouver. Je reviens un peu à mon préalable, je retombe. C'est-à-dire que c'est une phase d'industrialisation. Il faut qu'on sorte de la démarche pionnière, qui était les marches 21-22. Là, on est en phase de fiabilisation et il faut qu'on fasse, ça c'est plutôt 25-26, et phase derrière, donc compétitivité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive maintenant à un produit fini, fiabilité sur les stations, un véhicule fini et fiable, avec un TCO acceptable. On n'aura pas sous 2-3 ans un TCO équivalent au thermique. Donc je pense que on ne parle pas non plus de la même chose. Le but, c'est quoi? De décarboner la mobilité, mais tomber sur un des TCO qui soit abordable pour le portefeuille clientèle le plus large possible. Ouais, nous, si on prend la courbe de croissance depuis nous, la création d'AS7Co, on est sur une courbe de croissance de 100% par an. Donc, on ne peut que espérer de continuer cette courbe de croissance. Comment on voit ça? Tout simplement en continuant d'industrialiser tous les process, et de pouvoir justement créer ces interopérabilités entre tout le monde et pouvoir dialoguer avec tous les opérateurs pour faciliter l'accès à l'hydrogène des usagers. Donc ça, sur ces 5 ans, ce sera primordial de continuer à développer le maillage et de tout simplement continuer à faire de la pédagogie sur l'hydrogène pendant ces 5 ans au maximum. On espère avoir un peu plus de constructeurs. On a des nouveaux constructeurs qui arrivent avec des nouveaux produits qui arrivent sur le marché sur le début d'année 2026. Donc ça va aider à continuer à développer les usages. Et donc oui, dans 5 ans, on espère continuer à doubler au moins doubler tous les ans nos volumes de vente d'hydrogène et d'usage de véhicules. Écoutez, on souhaite le meilleur à la filière hydrogène. En tout cas, au nom du Lab utilitaire et du village véhicule utilitaire, on voulait vous remercier pour cet échange. Ce que je retiens, moi, de cet échange, c'est pour moi, l'hydrogène a un rôle clair à jouer dans les usages intensifs. C'est tout ce qui a égrené notre échange de ce jour. Et pour toutes les missions exigeantes ou une disponibilité maximale, on voit que l'hydrogène peut être une solution pour nous, nos utilisateurs. Mais ce rôle prendra tout son ampleur, que ces 3 conditions sont réunies. Un réseau de stations coordonné, une gamme de véhicules adaptés et pérennes, et une lecture économique fiable, notamment liée aux usages. Donc il faut sans doute sortir de la lecture TCO pour privilégier celle du TCU. Surtout lorsqu'on parle d'hydrogène, je pense que la notion est plus pertinente. Donc la transition hydrogène repose sur la coordination fine entre ces opérateurs, ces constructeurs et ces utilisateurs. C'est la condition qui nous permettra de renforcer collectivement cette énergie et pouvoir effectivement adresser tous les usages intensifs. En tout cas, un grand merci à vous deux pour cette intervention et à très bientôt.
À bientôt. Merci.